Ouais, bien, bonjour. En fait, bon, moi, mon projet, en fait, je vais vous présenter une partie de mon projet de doctorat. En fait, c'est vraiment le fruit de la première année, en fait, de travail. C'est plutôt modeste, là, je vous dirais, en fait, ce qu'on tente de faire. En fait, ce qu'on va faire, c'est analyser les précipitations du modèle régional canadien du climat sur la période 1961 jusqu'à 2100, puis on va faire une analyse non stationnaire. En fait, on se concentre juste sur une simulation, puis on se dit, ben, c'est quoi le maximum d'informations que je peux tirer de ce gros jeu de données-là? Okay? Fait que c'est vraiment mon défi, moi, en fait, c'est d'extraire de l'information du MRCC. OK. Donc, en fait, on veut caractériser les précipitations sur la période 1961 à 2100, OK, pour des simulations qui vont être générées par le MRCC. On s'attaque au sous-domaine qui est encadré, là, ici, à droite, OK, qui est plutôt centré sur le Québec. Et puis, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on entend par caractériser? Ben, en fait, on veut caractériser justement autant l'occurrence que l'intensité des précipitations. OK? Et puis, ce qu'on va faire pour extraire le maximum d'informations, c'est qu'on va développer un modèle probabiliste qu'on va ajuster, en fait, sur les sorties de modèle, OK? Sur les précipitations générées par le modèle. Donc, maintenant, j'aimerais vous parler des données. En fait, le jeu de données étudié a été simulé et fourni par l'équipe d'Ouranos. Il est constitué de 3013 tuiles, OK? Et puis, sur chacune de ces tuiles-là, j'ai une grande série chronologique journalière des précipitations, en fait, de longueur 51 100. Donc, c'est un jeu de données qui est colossal, en fait. OK? Fait que c'est pour ça, d'où l'intérêt, justement, d'extraire le plus d'informations possible, OK? Facilement. Bon, ici, on s'attaque plutôt à une simulation, OK? En particulier, c'est AET. Qui a été piloté par la CGCM membre 4. Et on va aussi utiliser AEV. Okay. Pourquoi on utilise ces deux simulations-là? Ben, c'est parce que c'est des simulations qui sont continues, en fait, sur la période 1961 à 2100. Ils ont été continues. Et puis, un des défis aussi qu'on avait, c'est que moi, je ne considère pas que AET et AEV sont deux simulations indépendantes. Okay, je dis qu'ils ont une certaine part de dépendance parce qu'ils proviennent, en fait, de deux membres différents du pilote comme tel. Okay? Donc, on ne peut pas juste pooler ces deux simulations-là pour avoir un jeu de données deux fois plus grand parce que ça ne serait pas tenir compte de la dépendance entre les simulations. Okay? Donc, on va voir un peu plus tard, en fait, je ne veux pas brûler mes punchs, là, mais on va voir un peu plus tard comment on va faire pour prendre l'information de AEV pour la mettre dans AET. Donc, la méthodologie. En fait, traditionnellement, ce qui était fait pour caractériser les précipitations ou même d'autres champs climatiques sur une période continue ou quand on veut voir l'évolution, en fait, dans un climat non stationnaire, souvent, ce qui était fait, c'est qu'on prenait deux sous-périodes de 30 ans. Okay? Pourquoi 30 ans, en fait? Parce qu'on considérait que 30 ans était assez long pour avoir un signal climatique, mais pas suffisamment long, en fait, pour que les processus non stationnaires soient significatifs. Et donc, en faisant ça, en prenant deux sous-périodes de 30 ans, en fait, on n'avait pas besoin de se casser la tête avec la non-stationnarité pour ces sous-périodes-là. Okay? Et puis, après ça, peu importe ce à quoi on s'intéressait, si c'était la moyenne ou la variance, on avait juste à calculer la moyenne ou la variance sur les deux périodes et après ça, faire la différence. Okay? Mais le problème en faisant ça, c'est qu'on perd, en fait, beaucoup d'informations. En fait, toutes les années intermédiaires, ils sont perdus. Donc, on les a, ils ont été simulés, ils ont même été coûteuses à simuler, en fait, mais on s'en sert pas. T'sais. Donc, nous, en fait, on voulait justement travailler sur la période continue, OK? Ce qui va permettre d'augmenter le niveau de confiance de l'analyse. Évidemment, si on a plus de données, on diminue notre variance d'estimation. Et à ce moment-là, on augmente la certitude de nos conclusions qu'on va pouvoir tirer avec notre analyse. Okay? Et en plus, ça nous permet de déterminer le type de non-stationnarité, si non-stationnarité il y a. Si on compare juste deux sous-périodes, en fait, on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. Ça peut être une rupture abrupte, ça peut être une tendance, on ne sait pas. Tandis que là, ici, on va pouvoir le caractériser. Okay? Par contre, justement, l'augmentation du niveau de confiance, puis tout ça, ça vient avec un coût. En fait, ça vient le coût assez important qu'il faut modéliser de façon probabiliste la non-stationnarité. Et puis là, c'est vraiment là-dessus qu'on va s'attaquer maintenant. Donc, en fait, comme je vous disais tantôt, pour extraire l'information, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster un modèle probabiliste sur les sorties de modèles. Okay? Donc, la méthodologie consiste à élaborer plusieurs modèles raisonnables. Okay? Intellectuellement, on se pose des questions, puis on va se dire « Ah, ben ça me semble raisonnable, en fait. »
Et puis, on va ici j'en ai symbolisé 3, on va les ajuster sur chacune des tuiles du modèle, les modèles probabilistes. Et puis, par la suite, on va sélectionner le meilleur modèle. Et puis après, on tire nos conclusions avec le meilleur modèle. Un modèle probabiliste, ça peut être aussi simple qu'une loi gamma, par exemple. Comme on a vu tantôt pour l'intensité, on pourrait dire que l'intensité de mes précipitations suivent une loi gamma, c'est un modèle probabiliste. Donc, ça peut être aussi simple que ça, en fait. Et puis, par contre, cette méthodologie-là vient avec en fait, il y a une hypothèse qu'on fait, c'est que ça suppose qu'au moins un des modèles qu'on a considérés, qu'on a construit, en fait, est adéquat pour représenter nos précipitations. Parce que, si on a juste des mauvais modèles, on sélectionne le meilleur, ça va quand même rester un mauvais modèle. Okay. Bon, maintenant, je vous ai parlé que dans l'ensemble des modèles qu'on considère, qu'on a construits, il faut les ajuster. On va les ajuster pour chacune des tuiles du modèle. Okay? Il y a plusieurs méthodes d'ajustement, en fait, des modèles probabilistés. Vous en connaissez tous, sûrement maximum de vraisemblance. Il y a aussi méthode des moments. Moi, je suis un peu plus ésotérique, si on veut dire, parce que j'utilise le théorème de Bayes. Okay? Bon, je suis un Bayésien. Donc, le théorème de Bayes, c'est l'équation encadrée ici. En fait, ce que c'est on met à jour, dans le fond, la connaissance qu'on a sur un phénomène, on la met à jour avec les données observées. Dans ce cas-ci, les données observées, ça se trouve à être les simulations, les précipitations simulées par le MRCC. Okay? Ce que le théorème de Bayes permet de faire, en fait, c'est ça permet d'intégrer de façon rigoureuse l'information a priori. En fait, on n'a besoin d'aucune hypothèse pour intégrer cette information-là. Okay? La seule hypothèse qu'on a, la seule chose qu'on a à respecter, en fait, c'est qu'il ne faut pas utiliser les mêmes données pour calculer notre loi a priori que notre vraisemblance du modèle en tant que tel. Okay? C'est la seule contrainte qu'on a. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a fait, nous, pour intégrer l'information de 2 simulations qui étaient dépendantes, on a utilisé la simulation AEV pour avoir une idée a priori des précipitations, en fait, et puis après ça qu'on a mis à jour avec la simulation AET du MRCC. Comme ça, en fait, on vient astucieusement, en fait, prendre l'information des 2 simulations sans dans le fond, être pas rigoureux point de vue dépendance ou indépendance, en fait. Et puis, vous ne l'aviez peut-être pas vu venir, là, mais selon la revue Science et Vie, le théorème de Bayes, en fait, est la formule qui décrypte le monde. Alors, les hydrologues, les hydrologues avec vos mécaniques des fluides, en fait, c'est pas important. En fait, concentrez-vous sur le théorème. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, on va parler des... Ah non, j'avais oublié ça. Ah oui, ça, c'est un aparté, en fait. C'est que le modèle, en fait, va générer 2 types de précipitations, OK? De façon distincte. Il va générer les précipitations stratiformes et convectives. Et puis, dans le modèle, c'est déjà séparé, OK? Ces 2 types de précipitations-là, on n'a pas besoin de les séparer. Puis nous, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de caractériser les précipitations stratiformes et convectives différemment, OK? De toute façon, ces systèmes-là donnent lieu à des occurrences et des intensités différentes. Donc, ça peut être bon de les caractériser différemment. Mais en plus, étant donné qu'on regarde l'aspect non stationnaire, en fait, on peut se demander si les précipitations convectives vont évoluer de la même façon que les stratiformes dans le futur. Donc, ça nous permet de faire ça. Pour le reste de la présentation, je vais juste parler des précipitations convectives pour une question de temps, malgré que tout a été fait pour les précipitations stratiformes. Puis, je les ai en annexe aussi, si vous voulez, pour les questions. Je vais être prêt à répondre. Oups, pardon. Maintenant, on s'attaque au modèle probabiliste. Bon, même si je suis étudiant en maths, en tant que tel, j'avais vraiment le goût de mettre plein de maths au tableau. Finalement, je suis vraiment retenu, OK? Fait il n'y en aura pas, finalement. Je vais juste parler en mots, OK? Des modèles probabilistes, sauf peut-être quelques faiblesses de ma part, OK? Donc, en fait, ce qu'on cherche à faire pour les précipitations, on cherche à caractériser l'occurrence et l'intensité conditionnelle. L'intensité conditionnelle, en fait, c'est juste dire que, sachant qu'il pleut, c'est quoi la distribution de mes précipitations? C'est quoi la loi de probabilité qui va caractériser mes précipitations, sachant qu'il pleut? Puis après ça, dans le fond, on veut caractériser l'occurrence, en fait, c'est-à-dire c'est quoi la probabilité qu'il pleuve une journée donnée. Okay? Pour l'occurrence, en fait, c'est très facile, parce qu'il y a un modèle probabiliste naturel qui existe pour ce genre de variables aléatoires-là, hein, en fait. C'est que pour une journée donnée, soit qu'il pleut, soit qu'il ne pleut pas, en fait. Donc, on peut voir ça dans un cadre académique comme succès ou échec, succès étant donné il pleut, en fait. Et puis, si on regarde annuellement, on a 365 jours, donc 365 essais. Puis on s'intéresse, dans le fond, au nombre de jours de pluie sur 365 essais. Donc, c'est une loi binomiale, en fait, qui apparaît de façon tout à fait naturelle.
La seule chose qui nous reste à caractériser de cette loi binomiale-là, c'est la probabilité de pluie d'une journée donnée. Est-ce que donc, c'est la probabilité de pluie d'une journée donnée, c'est ça que je voulais dire, finalement. Donc, ça nous mène à deux modèles, OK? Le modèle P1, qui est justement la loi binomiale, tout simplement, OK? Qui va avoir une probabilité P invariante dans le temps de est-ce qu'il va pleuvoir ou pas une journée donnée. Et on peut aussi construire un deuxième modèle qui, lui, est non stationnaire, OK? Où la probabilité qu'il pleuve une journée donnée peut évoluer dans le temps. C'est-à-dire que peut-être que dans le futur, en fait, il va y avoir plus d'événements convectifs ou moins d'événements convectifs. On ne favorise pas vraiment de sens à la non-stationnarité. Donc, si on a deux modèles, okay, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster ces deux modèles-là sur toutes les tuiles, puis pour toutes les tuiles, on va choisir le meilleur. On peut voir ça un peu comme un test d'hypothèse, c'est-à-dire, ça peut être vu comme un test de stationnarité. Si on accepte le modèle P2, en fait, le modèle non stationnaire, ben, à ce moment-là, on dit que notre tuile est non stationnaire, en fait. Okay? Le problème, c'est que ça se corse pour l'intensité, parce que pour l'intensité, on n'a pas de modèle naturel, en fait, pour décrire l'intensité, sachant qu'il pleut. Okay? Donc, en réalité, ce qu'on s'est dit, avant de développer des modèles probabilistes non stationnaires assez compliqués, on s'est restreint sur une sous-période de 61 jusqu'à 70, dont les 10 premières années, en fait. On a supposé que cette période-là était stationnaire, puis on a regardé, dans le fond, quel modèle probabiliste pourrait représenter ces précipitations pour cette sous-période-là. Et puis, par la suite, une fois qu'on va avoir identifié ce modèle-là, on va pouvoir trouver des extensions non stationnaires. Okay? Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne pour justement la période 61-70 pour deux tuiles particulières, la tuile qui contient Montréal et la tuile qui contient Shefferville. Okay? À gauche, en fait, vous avez les précipitations qui ont été générées par le MRCC sur la tuile Montréal pour la période 61-70. Et là, on a différents modèles probabilistes, en fait, qu'on vient ajuster. Okay? Et même chose pour Shefferville. Ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'il y a un modèle qui s'ajuste le mieux visuellement. C'est un modèle de mélange de lois exponentielles. Okay? Et puis là, en fait, ça, c'est aussi... comment dire? C'est aussi confirmé par des mesures plus rigoureuses, par le facteur de Bayes, qui est une mesure rigoureuse de sélection de modèles. Et puis, on a fait ça aussi pour toutes les tuiles, et puis pour l'ensemble des tuiles pour la période 61 à 1970, c'était le mélange de lois exponentielles qui était le plus adéquat pour représenter nos précipitations, la distribution de nos précipitations. Donc, ça, c'est notre modèle de base qu'on a, qui est le mélange de lois exponentielles. Maintenant, on va trouver des extensions non stationnaires à ce modèle-là. En fait, on a construit plusieurs, on a construit 5. En fait, c'est là que je voulais pas vous inonder le tableau d'équations. Il y en a 5. On a ajusté ces 5 modèles-là. Après ça, on a sélectionné le meilleur pour chacune des tuiles. Okay? Maintenant, je vais vous présenter les résultats pour les précipitations convectives. Comme je vous dis, je présente juste convectives pour une notion de temps. Okay? Ce que je voulais montrer, c'est l'avantage d'avoir une modélisation probabiliste comme j'ai, en fait, c'est que on caractérise la distribution complète des précipitations. Okay? On ne caractérise pas seulement un moment comme la moyenne ou la variance. En fait, on a vraiment la distribution complète. Okay? Donc, si on regarde ici pour la tuile qui contient Montréal, okay? À gauche, la période 1961 à 1970, on a les données du MRCC, puis on a le modèle qui a été, le meilleur modèle qui a été sélectionné. En fait, le meilleur modèle pour la tuile Montréal, c'est le modèle qui est stationnaire, okay? C'est-à-dire que l'intensité des précipitations convectives ne changera pas, en fait, pour toute la période donnée. Okay? Donc, je l'ai appelé le modèle M2. Et puis, à droite, c'est pour la période 2091 à 2100. Puis, ce qu'on remarque, encore une fois, c'est que le modèle, en fait, s'ajuste encore super bien à nos données, okay, en tant que tel. Et puis là, une fois qu'on a ça, en fait, on peut calculer n'importe quoi. Parce qu'une fois qu'on a la distribution, on peut calculer des moyennes, des variances, on peut calculer les quantiles, on peut faire de l'analyse fréquentielle, en fait, avec ça. Donc, c'est vraiment le résultat final. Maintenant, si on regarde la tuile qui contient Shefferville, la tuile qui contient Shefferville, c'est une tuile où un modèle non stationnaire a été accepté. Okay? Donc, en fait, l'intensité des événements convectifs pour la tuile Shefferville devrait augmenter, dans le fond, avec le temps.
Donc, encore une fois, on regarde à gauche, en fait, on a nos précipitations de 1961 à 1970. Le modèle s'ajuste super bien aux données empiriques. Et puis, à droite, pour la période 2091-2100, ben, le modèle s'ajuste encore très bien à nos données. Okay? Donc, ça, je voulais dire. Maintenant, si je vais présenter des résultats aussi pour une application, c'est-à-dire les valeurs moyennes, souvent, c'est ce que les gens aiment un peu. Donc, si on regarde l'occurrence, en fait, des précipitations, OK? Ici, c'est pour toutes les tuiles étudiées. Là, ce que je fais, c'est que je compare l'occurrence de 2100 à l'occurrence de 1961. OK? Mais ça, c'est l'occurrence donnée par mon modèle. C'est pas genre une seule année qu'on regarde, en fait, puis qu'on compare. Si on regarde les tuiles en blanche, en fait, c'est les tuiles pour lesquelles on a accepté un modèle stationnaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus d'événements ou moins d'événements convectifs. Okay? La probabilité d'événements convectifs demeure la même. Okay? Au nord de cette bande blanche-là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une augmentation des événements convectifs. Et puis, au sud, on a une légère diminution, en fait, dans les zones bleues. Okay? Maintenant, si on fait la même chose pour l'intensité, okay? Parce qu'on a autant caractérisé l'intensité que l'occurrence. Maintenant, encore une fois, c'est la même chose. Sachant qu'il pleut, okay, voici la moyenne Voici la moyenne, dans le fond, des précipitations résultantes. Okay? Si on fait la différence, pour les tuiles blanches, il n'y a pas de différence significative, c'est-à-dire que l'intensité n'évolue pas avec le temps, ça va demeurer la même chose. Par contre, partout où il y a de la couleur, en fait, ben, on a une augmentation de l'intensité des précipitations convectives pour presque l'ensemble de la région. Okay? Voilà, donc ce qu'on peut dire, en fait, finalement, c'est qu'au Québec, selon les simulations AAT et AEV du MRCC, on va avoir une augmentation du nombre de jours pluvieux dans le futur, et puis en plus, une augmentation de l'intensité des précipitations dans le futur. Puis là, un aspect un peu plus technique, là, c'est que la certitude de ces affirmations est décisive, okay? Parce que c'est comme un test statistique. Parce que dans le cadre bayésien, on ne dira pas que c'est significativement différent. Ce qu'on dit, en fait, c'est on a une autre échelle, puis là, ben, c'est décisif, en fait. C'est fini, j'ai peut-être fait ça vite, finalement. Ah non, c'est parfait! Ah, wow! Est-ce qu'il y a des questions?